Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus assister à ma présentation. Donc, je me présente. Je suis Cindy Lebeaupin-Brossier. Je suis chercheuse en météorologie, donc au laboratoire qui s'appelle le Centre national de recherche météorologique et qui est ici sur Toulouse, qui est partagé entre le CNRS et Météo France. Donc, ce que je vous propose, c'est de discuter, regarder ensemble un petit peu quel est le rôle de l'océan sur tous ces phénomènes météorologiques qui nous impactent et de voir comment on progresse pour comprendre ces phénomènes d'échange entre l'océan et l'atmosphère et comment on intègre ça dans nos outils qui viennent faire notre prévision météorologique qu'on regarde peut-être tous et toutes un peu tous les jours. Donc, je vais commencer par cette carte et je pense qu'une grande majorité d'entre vous a déjà vu cette carte. Est-ce que vous imaginez assez avoir vu cette carte dans votre parcours? Donc il s'agit d'une carte qu'on dit les climats de la France métropolitaine. Alors par climat ici on entend des régimes météorologiques moyens qui proposent des scénarios un peu moyens de température, de précipitation pour ces zones. Donc on voit assez bien, on peut dire ici 3 grandes zones sur la France métropolitaine. Hein. Une zone dit au climat océanique en vert, une zone plus continentale et puis une zone plus au sud, méditerranéenne. Alors si vous avez déjà vu cette figure, vous avez à peu près vu aussi que ça traduit des différences. Et la principale ici, quand on regarde la ville de Brest, hein, qui est clairement dans le climat ou le régime océanique, c'est que c'est une météorologie beaucoup plus pluvieuse. Grande nouvelle. Donc, ça s'est traduit par ce graphique ici qui montre avec les barres la quantité de pluie qui est reçue sur un mois. Et puis la courbe ici, c'est la température moyenne sur une journée. Donc au-delà d'être beaucoup plus humide à Brest, on peut voir aussi que les températures sont beaucoup plus homogènes sur l'année, même si ça chauffe un peu l'été quand même. Il ne faut pas avoir trop d'a priori. Tandis qu'un climat plus continental, il est plutôt à l'abri des précipitations, en particulier en hiver. Donc on a moins de précipitations sur les mois d'hiver. Et puis on a un contraste en température entre l'hiver et l'été qui est beaucoup plus marqué. Donc on voit déjà ici, rien qu'avec ces deux figures, qu'on a une influence de l'océan qui vient jouer sur l'humidité et sur le côté tempéré de notre climat, de notre régime météorologique. Alors la proximité d'un océan ou d'une mer, ça ne traduit pas toujours plus d'humidité. Si on regarde la zone de Nice, qui est tout à fait au bord de la Méditerranée, eh ben, on n'a pas du tout le même type de situation. Là, on a beaucoup moins de précipitations qu'à Brest et qu'à Strasbourg d'ailleurs, si ce n'est en automne, et un contraste de température entre l'été et l'hiver qui reste marqué. Donc ce n'est pas forcément une question de proximité, il y a aussi les grands phénomènes, les grands mouvements de l'atmosphère qui jouent sur la météo en local. Donc vous avez aussi tous peut-être déjà vu ce genre de carte qui décrit les courants océaniques. Alors, elle est aussi, je l'ai vue quelque part, sur l'un des ateliers. Donc, pour ce qui concerne l'Atlantique, il y a, et tous les océans par ailleurs, il y a une redistribution de la chaleur, puisque l'océan, dans la zone tropicale, reçoit beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de chaleur, et il a tendance à vouloir la redistribuer en la propageant vers les zones plus au nord. On peut discuter au sud, mais plus au nord, vers l'Islande et l'Europe de l'Ouest. Ce Gulf Stream, puisque c'est son nom, amène cette chaleur comme une autoroute vers notre Europe de l'Ouest. Donc on a clairement une différence aussi à une même latitude entre une Europe ici influencée par le Gulf Stream chaud, contrairement à une Amérique du Nord où elle est plutôt connectée à une branche qui vient avec du courant froid. Donc très clairement, il y a ce grand courant à grande échelle, cette connexion entre l'océan et notre météorologie à l'échelle locale. Alors un autre grand système, là aussi vous pouvez
voir et le consulter sur un des ateliers, je crois que c'est celui de l'IRD. C'est un grand système et une grande connexion entre le Pacifique tropical et l'atmosphère. Et il y a un jeu d'équilibre entre ces deux systèmes ici. On a une situation normale où le Pacifique équatorial est chaud plutôt à l'ouest et plutôt frais à l'est. Et on a une cellule de circulation au-dessus de ces zones qui vient faire que la partie avec les fortes pluies, les fortes situations orageuses sont plutôt à l'ouest. Et puis, il y a un déséquilibre qui se fait et on peut se traduire dans une situation qu'on dit El Niño, qui vient bouger la quantité d'eau chaude plus vers l'intérieur du Pacifique tropical. Et cette connexion vient se faire avec le grand système orageux qui vient se déplacer au milieu également du Pacifique tropical. Et donc ça a de larges conséquences sur les deux côtés du bassin, et en particulier avec des phénomènes de sécheresse sur l'Amérique du Sud. Vous avez ici l'anomalie qu'il y a eu pendant le dernier El Niño, qui est presque fini, mais pas tout à fait. Ici, c'est pour le mois d'octobre dernier. Donc on voit bien la trace avec ces eaux chaudes, voilà, qui marquent l'ensemble de l'océan. Et il y a des connexions qui se font avec les autres océans et avec la situation météo locale. Et cette situation El Niño, elle est génératrice de beaucoup de chaleur pour l'ensemble de notre planète et aussi de beaucoup d'humidité. Alors si on voit qu'il y a un lien entre l'océan à grande échelle et notre climat local, vous avez tous et toutes fait l'expérience de son influence à l'échelle très locale, l'échelle de la plage, typiquement. Et donc, vous avez ici un schéma qui montre bien comment on est un contraste entre un océan plutôt frais, qui vient amener de l'humidité, et le continent, qui est chaud et sec, vient jouer un déséquilibre. Et il y a un transfert qui se fait pour... voilà, l'air chaud va monter et il va attirer vers lui de l'air plus frais et humide venant de l'océan. C'est le phénomène de brise. Et donc ça, c'est une situation très locale, mais qui montre bien qu'il peut y avoir des contrastes très forts à quelques kilomètres de distance et un océan qui vient tempérer une plage alors que la partie plus à l'intérieur des terres subit de fortes chaleurs. Donc on voit ici déjà qu'on a une connexion, et à la fois cette connexion elle est dans les deux sens. On a très souvent traduit que l'océan c'est une source d'eau évidente pour notre atmosphère, mais aussi une source de chaleur pour certains aspects. Mais d'un autre côté, c'est un élément qui prend en compte et traduit des signatures de notre atmosphère. Donc je vais détailler ça pour un certain nombre de situations météorologiques plus en détail. Alors, vous avez tous et toutes en tête ce cycle de l'eau qui vraiment est le marqueur de ces échanges, alors qui viennent largement mettre en source initiale l'évaporation des océans, qui viennent alimenter en humidité notre atmosphère et au fur et à mesure de son trajet peut subir de la condensation, donc faire des situations de nuages et de condensation jusqu'à la précipitation, voire en ayant une trajectoire un peu plus éloignée vers les reliefs, conduire à ces phénomènes de neige. Et l'ensemble de ces alimentations en eau, par la neige ou par l'eau liquide, viennent alimenter l'ensemble du réseau hydrologique et finalement conduire à un retour de l'eau vers la mer. Alors ça, c'est le cycle de l'eau très classique et qui en fait traduit un cycle très long. Et en fait, parfois, le cycle de l'eau, il s'emballe et il est très rapide. Vous avez ici un schéma qui traduit les échanges qui peuvent intervenir lors d'un épisode qu'on dit méditerranéen ou cévenol. Donc un épisode de forte précipitation qui touche le pourtour de la Méditerranée. Et donc, ici, on retrouve un peu vraiment le cycle de l'eau qu'on a vu juste avant, mais ce qui se passe est très rapide. En quelques heures ou quelques jours, on a un air chaud et humide qui vient de la Méditerranée et qui vient s'élever en rencontrant les reliefs.
Et donc, ça fait cette élévation, une rencontre avec de l'air froid qui est plus en altitude et la formation de systèmes orageux très intenses qui viennent conduire à des précipitations au même endroit pendant quelques heures et conduire à des taux de précipitation intenses avec des ruissellements importants, des crues, des inondations et parfois des glissements de terrain. Donc, très clairement, ici, on connecte la Méditerranée avec ce système fortement précipitant et ses conséquences. Parmi les conséquences, je vous montre ici l'image satellite qui se traduit par en couleur naturelle de l'eau sur la situation du 3 octobre 2020, qui traduit en fait une période où il y a eu de fortes précipitations et des crues dans le Var. Je vous montre cette image parce que vous pouvez assez vite voir les conséquences des crues sur la couleur de l'eau, puisqu'en fait, en amenant de fortes précipitations, les rivières vont se grossir et transporter beaucoup de sédiments. Et on voit très très bien les panaches de ces rivières ici. Alors c'est des rivières qui en général sont très peu importantes, elles n'apportent pas beaucoup d'eau à l'océan, mais dans ces situations particulièrement intenses, on voit que l'océan il reçoit une quantité importante de sédiments et de limons ici. Donc très clairement, on a une marque des crues et du phénomène météorologique sur l'océan ici. Alors un autre phénomène particulièrement intense et qui ne concerne pas notre zone métropolitaine, mais nos zones plutôt tropicales et outre-mer, c'est les cyclones tropicaux, qui sont des machines à transformer l'énergie de l'océan en des structures météorologiques particulièrement intenses avec des vents forts. Alors vous avez ici l'image de ce système qui vient s'enrouler, c'est le cyclone Freddy qui a touché la Réunion en février 2023. Et ici le schéma qui présente la manière dont l'échange se fait entre l'océan et ce système. Il y a en fait une zone océanique chaude, importante, qui vient alimenter un système tempétueux, et cette chaleur s'isole, s'enroule autour d'un cœur, et la partie extérieure fait des bandes nuageuses très importantes. Sous le cyclone et sous l'œil, le pompage est tellement important que l'océan voit remonter de l'eau froide qui vient de l'océan plus profond. Et cet océan froid vient se traduire en une différence très importante de température sous la trajectoire du cyclone. C'est ce qui est traduit ici, où on voit qu'en partant d'un océan qui était plutôt autour de 30 degrés, le passage du cyclone fait un refroidissement important qui vient ici jusqu'à 28 degrés. Donc un refroidissement massif qui n'est pas forcément conduit par l'atmosphère en elle-même, mais bien par le pompage de l'océan profond. Et on a une signature très marquée qui peut durer plusieurs jours. Ce qui fait que plus le cyclone est peu mobile, plus cette signature est forte. Et d'autre part, que ça peut jouer sur un phénomène cyclonique qui viendrait juste après. Alors, un peu moins fort que les cyclones tropicaux, mais néanmoins des systèmes importants, ce sont les tempêtes, en particulier les tempêtes des moyennes latitudes, donc celles qui peuvent nous toucher ici en France métropolitaine. Alors, les tempêtes, elles prennent bien naissance au-dessus de l'océan et elles naissent par contraste entre un air chaud tropical et un air froid polaire les deux masses se rencontrent et l'air chaud est obligé de s'élever. En faisant cette élévation, il vient se mettre en rotation et conduire à aussi baisser la pression en son cœur. Et donc on a ce qu'on appelle donc bien une dépression qui vient alimenter notre tempête. Alors je vous montre ici que s'il y a naissance sur l'océan, c'est aussi parce que ça vient alimenter en humidité notre tempête. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'est des conséquences de ces tempêtes, en particulier quand elles viennent toucher les régions côtières. Et en fait, on a ce phénomène de vague submersion lié à une tempête qui est schématisée ici et qui est un élément important des impacts d'une tempête. Alors, cette surcote, elle est liée à plusieurs phénomènes. Il y a tout d'abord un niveau de la mer qui est connu,
auquel s'ajoute une surélévation parce que la dépression atmosphérique, on a comme un trou d'air, il vient aspirer de l'eau, donc la faire se soulever. Ensuite, on a un phénomène qui vient pousser l'eau. Donc on a une poussée du vent vers la côte, ce qui fait qu'on a cette pente ici. Et puis le troisième phénomène, c'est qu'on a les vagues. Donc en fait, on vient mettre en mouvement la surface, les vagues viennent s'élever au fur et à mesure, puis même déferler sur la côte. Donc vous avez bien 3 phénomènes océaniques en réponse à la situation météorologique. Il manque un 4e phénomène qui n'est pas symbolisé ici, c'est que si on est dans une situation de haute marée, on peut avoir une surélévation qui est encore plus importante et marquer vraiment une situation critique pour ce phénomène de vague-submersion. Alors, dans une situation plus calme, mais pas pour autant moins dangereuse, on a les canicules, et en particulier les canicules marines, qui sont des phénomènes qui sont malheureusement beaucoup plus fréquents. Et vous avez ici l'exemple de cette surchauffe qui a eu lieu à l'été 2023, qui a touché, on retrouve El Niño ici, mais qui a touché l'ensemble des océans plus des moyennes latitudes, Atlantique et Pacifique, et la Méditerranée également, qui a été très marquée dans cette situation de l'été dernier. Donc ces situations de canicule, en fait, elles ont leur origine dans un événement atmosphérique, une sorte de couvercle qui se met en place et qui vient changer la condition classique, qui est une évaporation, donc un échange d'humidité et de chaleur vers l'atmosphère, et en réponse, un brassage de notre océan. Quand on est sous couvercle de canicule, on vient complètement renforcer cette surchauffe, baisser le vent et baisser le mélange dans l'océan. Et donc on a un phénomène amplificateur des choses et on vient complètement surchauffer notre surface océanique et on n'a pas de quoi brasser avec l'océan plus profond. Donc on a un effet vraiment qui, au fur et à mesure des jours de cette canicule et de sa mise en place, vient amplifier encore plus le phénomène. Et quand on a encore une anomalie chaude en surface, on a aussi tendance à baisser la couverture nuageuse au-dessus. Donc on a plein de boucles ici entre l'océan et l'atmosphère qui sont défavorables et qui conduisent à amplifier le phénomène. Alors généralement, pour mettre fin à ces situations de canicule, après plusieurs jours, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement atmosphérique. Les choses ne sont pas déclenchées côté océanique, c'est bien côté atmosphérique où vient arriver une perturbation qui vient rebrasser tout ça. Mais néanmoins, même si on rebrasse ça, l'anomalie chaude va être transportée vers les sources plus profondes et donc on a bien une marque de chaleur qui est inscrite dans l'océan pour plusieurs jours, voire plusieurs années. Alors à une échelle peut-être un peu plus locale, et vous avez peut-être déjà vu ces phénomènes, alors on peut avoir des phénomènes de brouillard ou de nuages bas qui viennent se former alors par contraste par contraste de température. Et ici c'est l'exemple des brouillards d'évaporation, où on peut appeler ça des fumées de mer. Ça ressemble vraiment à des fumerolles comme on aurait au-dessus d'une casserole. Et en fait ça c'est traduit par le passage d'un air froid, plutôt sec d'ailleurs, au-dessus d'une mer ou même d'un lac. Ici, on peut parler de lac aussi, c'est les mêmes types de situations. Au-dessus d'un lac ou d'une mer plus chaude que l'air au-dessus. Et donc, il va y avoir un effet, puisque en fait, les deux éléments n'aiment pas être déséquilibrés. En fait, il va y avoir un transfert de chaleur et d'humidité très rapide avec cette condensation aussi de l'air, de l'humidité qui devient très rapidement une sorte un petit nuage, un brouillard. Donc on a ici un passage d'eau liquide à vapeur, mais très rapidement d'eau nuageuse. Donc ça, c'est des phénomènes très rapides de changement d'état de l'eau. On a l'autre situation où cette fois, c'est de l'air chaud qui vient arriver au-dessus d'une surface plus froide. La mer est plus froide. Donc ça, c'est typiquement des situations de printemps, par exemple, où le sol et le continent se réchauffent plus vite. On peut avoir une masse d'air très chaude sur Terre et puis il y a un vent qui vient se mettre en place et amener cet air
chaud et humide au-dessus de l'eau, et on a cette formation de brouillard également. Donc c'est une situation presque en miroir de l'autre ici, qui aboutit au même phénomène, et un peu de désolation face à la situation de cette personne qui ne voit plus la mer. Une autre situation qui peut être source de déception, c'est la réponse de l'océan quand il y a un fort vent côtier. Au-delà de ces événements de brouillard, on peut avoir surtout des phénomènes où on pousse les eaux de surface vers le large, ce qui tend à faire remonter les eaux profondes vers la côte. Donc des eaux plus froides. C'est ce qu'on appelle un upwelling, ou une remontée, si on est en bon français, une remontée d'eau froide. Et vous avez ici la traduction, alors je n'ai pas mis les valeurs ici, mais c'était la situation estivale du mois d'août 2023. Alors si vous vous souvenez bien, j'ai parlé de canicule. Bon, alors la canicule, c'était en juillet, et puis il y a des phénomènes qui se sont passés, et dès le mois d'août, il y a un fort vent de nord-ouest qui s'est mis à souffler sur le golfe du Lion, en poussant les eaux chaudes et ramenant les eaux froides, ce qui fait que la Méditerranée s'est retrouvée assez vite à 16 degrés. Au mois d'août, il y a eu des déçus, des Parisiens et d'autres. C'est ici une figure qui vient de la presse parisienne. Alors maintenant que je vous ai montré tout un tas de phénomènes où ces échanges se font et connectent les deux milieux, on va se demander et regarder ensemble comment sont pris en compte les mers et les océans dans les prévisions météorologiques que vous pouvez voir sous cette forme, peut-être un peu plus maintenant vers cette forme. C'est les deux mêmes. Ici, c'est une vision d'ensemble de ce qui se passe, de comment les phénomènes météo vont circuler ici sur notre pays. Ici, c'est pareil, mais c'est vu en un point. Mais ça traduit le même phénomène et la même production de prévisions météorologiques que je vais décrire ici un petit peu. Donc pour faire des prévisions météorologiques, on utilise des modèles numériques, c'est-à-dire qu'on utilise des grands schémas, des grands codes informatiques qui vont avoir pour objectif de résoudre les équations d'évolution de l'atmosphère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut savoir au fil et à mesure du temps quelle va être l'évolution en un point de la température, de la pression, de l'humidité, etc. Donc pour faire cette résolution, on utilise des modèles qui découpent notre globe ou une partie du globe. Et donc on découpe en mailles, en rectangles, notre globe, à la fois sur notre horizontale ici, pour avoir les différents éléments en distinguant terre et océan. Et puis on fait un découpage sur l'atmosphère dans sa hauteur, donc un découpage vertical. On fait des hypothèses de conditions de départ et on laisse le modèle décrire comment il va faire évoluer les situations et les zones de pression basse, de pression haute et les systèmes nuageux. Alors ça, c'est la version simple. En fait, le modèle de prévision numérique, il est au cœur d'un ensemble de choses, d'un ensemble d'interventions. Alors il est ici, notre modèle de prévision numérique. Et avant de décrire ce qu'il fait et de le faire tourner, en fait, ce qu'on lui traduit, c'est on lui apporte pas mal d'informations. Ça, c'est assez intéressant puisque maintenant, on collecte des observations de différents types. Alors ici, on traduit des satellites, peut être des radars météorologiques qui nous donnent des quantités de gouttelettes, de précipitations. Ça peut être des radiosondages, donc des ballons qui viennent mesurer la colonne atmosphérique pour différents paramètres. Des données de vos stations et des stations de réseau plus conventionnelles, et puis des données de stations sur des bateaux, par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est que toute cette information, elle est utile pour avoir un bon état au départ de notre modèle. On fait ce qu'on appelle de l'assimilation de données. C'est un terme un peu long pour dire qu'en fait, on rattrape notre modèle. On le fait... on lui corrige ses erreurs qu'il a eues juste avant pour le faire être au plus près des observations. Quand on l'a bien informé de l'état actuel de l'atmosphère, on lui laisse produire un scénario ou plusieurs scénarios d'ailleurs, puisqu'en fait on doit aussi
faire en sorte d'avoir une incertitude et d'être bien certain du scénario de l'évolution qu'on voit dans différents modèles. Et on vient produire des cartes, des champs, des analyses qui sont faites par un prévisionniste, qui vient décrire ce qu'il voit dans le modèle et le traduire par des situations. Est-ce que c'est plus nuageux, moins nuageux, plus chaud et pluvieux, par exemple, voire même traduire ça en carte de vigilance. Et donc, il y a toute une chaîne ici qui permet d'aboutir à la prévision telle qu'on la voit sur nos smartphones ou sur nos écrans. Donc, je suis allée trop vite. Donc, il y a bien à la fois un besoin de bien connaître notre atmosphère, mais aussi notre océan, et cette traduction qui sont importantes au-delà du modèle de prévision. Alors j'ai mis des équations barbares, ce n'est pas pour vous faire peur ou vous faire fuir, mais c'est pour vous expliquer comment on traduit notre connexion entre l'océan et l'atmosphère dans notre modèle de prévision. Et donc on fait un ensemble d'hypothèses sur la quantité qu'on échange en termes de chaleur, en termes d'eau, et on fait aussi des échanges qu'on dit de vitesse, c'est-à-dire que le fluide, l'atmosphère qui est plus en mouvement, plus rapide, peut transférer de la vitesse à l'océan. Donc pour faire ces calculs, regardez pas trop les schémas, ce qu'on fait c'est qu'on calcule des différences, des gradients, puisqu'en fait ce que cherche à faire l'océan et l'atmosphère, c'est à s'équilibrer. Donc le compartiment qui est le plus chaud va conduire à des échanges de chaleur. Le compartiment qui contient le plus d'eau, en l'occurrence, on s'imagine bien que c'est l'océan, vient faire un apport d'humidité, un échange d'eau sous forme de vapeur. Alors, pour faire ces calculs, dans nos modèles de prévision du temps, et depuis maintenant plusieurs années, généralement on fait des hypothèses un peu simples. Et on dit qu'il n'y a pas de courant dans l'océan. Bon, ça pourrait être voilà, un peu léger, surtout sur certains phénomènes tels que le Gulf Stream, comme on l'a vu, qui est un courant assez fort. Et donc, on fait l'hypothèse surtout de sa température de l'océan. Et donc, cette température, c'est un petit peu notre unique variable océanique qui rentre dans nos prévisions numériques du temps. En tout cas, jusqu'à très récemment, c'était comme ça. Alors, en fait, on a fait cette hypothèse pour plein de raisons et c'est plus très valable dans notre volonté d'être de plus en plus réaliste, puisqu'en fait, à la surface de l'océan et sous l'océan, il se passe des phénomènes de différentes échelles qui vont du brassage, des effets liés aux vagues qui viennent déferler et puis conduire à des productions d'embruns et des courants. Tout ça, c'est des structures océaniques qui jouent sur nos échanges avec l'atmosphère. Et donc, on fait en sorte de plus en plus intégrer ces structures océaniques dans nos modèles de prévision. Alors, je vais vous montrer comment on représente maintenant nos océans dans nos différents systèmes de prévision. Et en fait, je vais parler de 3 types de prévisions. Jusqu'à maintenant, bon, vous avez vu, vous avez vos bulletins prévision qui vont jusqu'à plusieurs jours. En fait, il y a différents crans de prévision. Il y a une prévision qu'on dit saisonnière, qui va aller regarder quelle va être la tendance pour les 3 à 6 mois qui viennent. Donc ça, clairement, c'est si vous avez un festival dans 6 mois organisé, quelle va être la tendance, est-ce que ce sera extérieur-intérieur. Si vous avez des glaces à vendre, est-ce que vous en produisez beaucoup ou pas pour l'été. Voilà. C'est pas pour vous dire il y aura un orage le 14 juillet. Après, on a la prévision qu'on dit plutôt moyenne échéance, qui est de l'ordre de vision à 2 semaines. Donc ça, clairement, plus vous vous rapprochez de votre événement, plus vous allez avoir tendance à regarder ceci. La confiance va être de plus en plus bonne au fur et à mesure où vous allez approcher de l'événement néanmoins. Parce qu'on va mettre en place d'autres types de prévisions, d'autres systèmes qui sont plutôt, on dit, courte échéance pour les 1 à 2 jours prochains. Et en fait, en faisant ce rapprochement, on peut aussi raffiner la manière dont on a découpé notre domaine. Donc à la fois, quand on gagne et qu'on va plus vers la petite
durée, eh ben, on gagne en résolution, on arrive à faire des phénomènes de plus en plus fins, en particulier les phénomènes orageux qui nécessitent d'avoir vraiment un découpage très fin de notre atmosphère. Alors néanmoins, on prend en compte l'océan de plus en plus et dans la prévision saisonnière, ça a été toujours le cas. Donc on fait pour ça des modèles qui sont combinés, qui combinent des modélisations atmosphériques, océaniques, également des surfaces continentales. C'est des modèles très complets, mais à très basse résolution, hein, typiquement 100 km de tour de maille. Donc vous n'avez pas une information très distincte entre Toulouse et Albi si on reprend cette maille. Donc ça, c'est parce qu'on a tout de suite intégré des modèles océaniques dans ces systèmes, parce qu'on sait que l'océan est une bonne source de prévisibilité à ces échéances de plusieurs mois. Vous avez ici le résultat de prévisions saisonnières où on va regarder dans des boîtes des évolutions, des tendances en termes de température. Ici, on peut faire la même chose en termes de précipitations. Mais donc, on traduit l'évolution. Alors, on a plusieurs réalisations de prévision, mais l'évolution de cette température de surface de la mer, par exemple, dans le Pacifique équatorial dont j'ai déjà parlé. Et on peut voir que les différentes prévisions montrent que la baisse de cette anomalie chaude vient et qu'en fait, c'est la fin de El Niño qui est prévue ici dans les prévisions saisonnières, qui date ici du 1er février et qui donne des tendances sur les mois de mai, de mars, avril, mai. Donc c'était voilà, ce qui était attendu de la prévision saisonnière de février, donc plutôt une anomalie chaude bien répartie sur notre globe, toujours en réponse à El Niño. Et donc on traduit ça en termes de prévision saisonnière, en termes de probabilité. Par rapport à notre régime météorologique un peu moyen, celui que j'ai montré au tout début, on traduit des prévisions saisonnières entre pas de scénario, c'est-à-dire que les différentes prévisions n'ont pas vraiment, enfin, sont très distribuées, à des scénarios probables, voire très probables. Vous avez ici l'illustration que ce qui se traduisait ici dans ma carte devient quelque chose de probable à très probable avec une anomalie chaude pour le printemps actuel. Donc on est sur quelque chose de probabiliste, donc des probabilités. Donc au fur et à mesure du temps, on a commencé à utiliser un peu notre connaissance d'assemblage pour aller vers une insertion de plus en plus de modélisation océanique dans les autres systèmes de prévision. Alors à moyenne échéance, on sait qu'on a des interactions air-mer qui sont importantes pour des situations intenses telles que les cyclones et les tempêtes dont j'ai parlé. On a aussi d'autres types de phénomènes dont je n'ai pas parlé qui sont fortement sensibles. C'est les conditions de fonte ou de formation de glace en particulier. Et donc, très rapidement, en fait, en mettant un modèle océanique, on arrive à reproduire une évolution de l'océan en surface. Ce que jusqu'à présent on ne faisait pas, on considérait que l'océan était inerte, il avait sa température, tout au long de la prévision, quoi qu'il arrive, elle était constante. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est pas valable, d'autant que quand on a des phénomènes à enjeu tels que les cyclones, les tempêtes, on sait bien qu'on a ce refroidissement. Donc faire ce refroidissement, c'est conduire à une meilleure prévision couplée. Je ne vais pas au-delà de ça, mais ici, c'est la courbe rouge qui est plus basse, qui est plus proche du zéro, plus proche de la perfection et qui est couplée. Alors, à courte échéance, on a aussi longtemps estimé que l'océan avait une tendance à être inerte. Et en fait, cette hypothèse, on l'a remis en cause bien largement depuis, parce qu'on a vu que des événements intenses, des phénomènes côtiers étaient largement des générateurs de changements dans l'océan, en particulier vers la surface. Et donc, on fait de plus en plus attention à mieux représenter notre océan. Alors, vous avez aussi ici des illustrations. On applique cet assemblage entre un modèle atmosphérique et un modèle océanique à petite échelle sur des petites zones de notre globe. Vous avez ici un exemple où on a simulé, modélisé dans la prévision le refroidissement sous le cyclone. On voit sa trace ici le long de la trajectoire.
et ça conduit à avoir un système cyclonique prévu qui est plus correct, plus proche des observations. La courbe bleue qui a l'océan est plus proche des observations que la courbe rouge. Alors il faut traduire ça en la courbe rouge avait tendance à faire des systèmes, des cyclones tropicaux beaucoup trop intenses. Alors on a aussi des études qui montrent dans les domaines côtiers l'importance d'avoir l'océan. En particulier ici c'est une étude sur l'île de Madère avec une zone qu'on connaît comme étant sous le vent, donc moins affectée par du vent, avec un océan qui est plus chaud et ça se traduit par une augmentation, une meilleure représentation de l'atmosphère aussi au-dessus, qui est plus chaude. Et ça peut conduire à des différences très marquées jusqu'à une altitude assez importante, ici 2,5 km. Voilà, c'est suffisant aussi pour passer au-dessus de l'île et de ses reliefs. Alors, j'en viens un peu à vous décrire, mais vraiment très rapidement, quels sont les travaux de recherche en cours pour aller encore plus dans cette voie de compréhension et de prise en compte de l'océan dans nos systèmes de prévision. Alors d'abord, on continue d'essayer de mieux comprendre les phénomènes de petite échelle. Et pour ça, on fait l'utilisation combinée de ces observations qui sont de plus en plus précises avec nos systèmes de modélisation. C'est vraiment un aller-retour entre l'observation et la modélisation qui se joue ici. Alors, j'ai montré à titre d'illustration, ça c'est une vue d'artiste également, de satellites qui sont géostationnaires. En ce moment, a été lancé très récemment le système géostationnaire Météosat 3e génération. Il en est à sa 3e génération et ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il a une description et une vue plus perçante de notre atmosphère. Voilà, il a une résolution plus fine. On a également des systèmes qui se sont affinés sur l'océan. Observer l'océan était jusque très récemment très difficile en termes d'in situ, en termes d'aller positionner des plateformes. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a amplifié cette capacité d'observer l'océan avec différents types de capteurs qui sont des flotteurs, des bouées dérivantes. Ça peut être également des drones océaniques, dont des plateformes qui viennent plonger et sonder l'océan sur toute sa colonne, remonter, donner l'information, replonger. Et on a également des systèmes Argo. Il y a d'autres types d'observations in situ qui peuvent être collectés pour nos systèmes. Notamment, il y a des animaux marins qui sont équipés de certaines plateformes. On peut discuter ça, mais en tout cas, pour vous expliquer on amplifie à la fois les observations dans l'océan, dans l'atmosphère. On sait également les combiner. Vous avez ici une vue de différents champs vus par des satellites qui peuvent nous montrer à la fois les champs nuageux, les champs de surface en termes de couleur de l'eau, par exemple. C'est ici la zone qui est mise en vert. Des zones qu'on appelle des radiomètres qui nous donnent un petit peu la structure à fine échelle de l'océan. Est-ce que c'est un océan plutôt lisse ou un océan plutôt rugueux? Et donc, à travers un ensemble de combinaisons d'observations, on peut traduire à la fois l'état de l'océan superficiel et l'état de l'atmosphère. Et en fait, en combinant ces différents types d'observations, on vient les rapprocher de notre modèle, comme j'ai dit dans la simulation, et on vient faire une sorte de suivi et de système jumeau. La modélisation, c'est une représentation numérique de notre océan réel, et on fait en sorte que ce soit le plus proche possible de ces observations. Alors, on fait en sorte aussi de mieux représenter les échanges. Alors, assez vite, je vous ai montré des équations et je n'ai pas envie de le détailler, je ne le ferai pas non plus ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour représenter donc, nos échanges, on a des formules mathématiques qui sont ajustées et qu'on essaye d'ajuster en fonction des observations. Et en particulier, pour ce qui est des échanges entre l'océan et l'atmosphère, on a des capacités d'observation sur bateau. Donc en fait, ce sont des mâts sur bateau équipés de différentes plateformes qui viennent mesurer la vitesse, la turbulence de l'atmosphère et donner ainsi une idée de flux d'échange entre les deux milieux. Ça, c'est des observations très complexes à mettre en œuvre.
On a très peu de données de ce type pour les régimes de vent fort, ça c'est un point critique. Et néanmoins, à partir de ces observations, on fait des hypothèses pour ajuster au mieux nos formules mathématiques. Et donc on traduit toujours, on essaye de traduire toujours plus nos observations vers ces formules et gagner des observations qui se font régulièrement, des campagnes de mesure qui ont lieu et traduire ça dans notre code numérique et nos modélisations. Alors l'autre point, c'est qu'on continue de progresser de plus en plus pour prendre en compte notre milieu océanique dans notre modèle de prévision. Alors pour faire ça, on connecte différents modèles. Donc ici vous avez un exemple. Donc un modèle qui est une boîte atmosphérique, il peut être connecté par différents biais à une boîte océanique. Et en fait, en faisant ça, on peut reproduire l'ensemble du système et non plus un seul. Donc on gagne en réalisme dans nos systèmes de prévision. Alors tout ça, c'est aussi intégré dans une vue d'ensemble. Notre modèle de prévision, je vous l'ai montré, il va du début de l'observation se rapprocher et puis il est traduit par un prévisionniste. Et donc il faut bien faire en sorte de traduire l'ensemble de ce qu'on voit dans nos modèles dans quelque chose de plus humain. Et en même temps, on sait qu'on peut avoir aujourd'hui des nouveaux types de méthodes type intelligence artificielle, mais il faut bien traduire ce que notre modèle peut faire et conduire à rédiger un bulletin, par exemple. Alors voilà, je vous invite à me poser des questions maintenant, puisque mes planches sont terminées, et je vous remercie. Une question là-bas. Monsieur a une question. Ah, ça y est. Oui, pourriez-vous préciser l'ordre de grandeur des submersions marines là, vous avez indiqué que dans les submersions marines, c'est un cumul de plusieurs phénomènes, les vagues, enfin, etc. Vous avez cité 4, voire 5 avec les marées. Quelle est la taille maximum constatée jusqu'à présent ou prévisible à court terme en Méditerranée et dans différentes zones de la côte atlantique, s'il vous plaît? Alors, en termes de hauteur, le processus qui domine dans ces trois-là, c'est le processus de vague qui vient amener, surtout sur la côte atlantique, des vagues très importantes. Alors, je pense que vous avez en tête des photos, par exemple, de phares qui sont largement cassés. Enfin, les vagues viennent se casser sur les phares. Donc, très largement, le phénomène de vague est vient amener le plus de hauteur. Il est aussi le plus énergétique et le plus dangereux. Et vient aussi avoir un effet très important sur le phénomène d'érosion. Tandis que les autres, sont plus, les autres effets, le pousser du vent et le niveau de la mer sont plus modestes, liés à la pression. Là, je dis ça ici, en termes de côte méditerranéenne, on est sur des valeurs un peu plus faibles qu'en Atlantique. Mais néanmoins, on a des zones qui peuvent être sous le niveau de la mer, donc on a une sensibilité qui est plus large pour certains domaines méditerranéens. Mais néanmoins, on n'a pas sur des vagues de 8 mètres en Méditerranée. On est sur quelque chose de plus modeste, mais néanmoins très énergétique. Est-ce que ça répond à votre question ? Un cumul, ça peut dépendre de l'événement et de la configuration aussi de la côte, donc c'est un peu difficile de vous le dire. Parce que j'avais entendu parler de 4 mètres sur Oui, 4 mètres, c'est très... Oui, 4 mètres, c'est possible. Il y a un cas dans l'Hérault en 2016 où on avait des vagues de 6 mètres. Alors, c'est une hauteur de vague, c'est pas 6 mètres tout le temps. Il y a la vague qui fait 6 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des effets de changement climatique qui peuvent amener à revoir des modèles
d'études dans les modèles océanographiques? Alors aujourd'hui, on utilise pour beaucoup des modèles océanographiques qui n'ont pas un volume qui évolue en fonction de la température de l'océan. Et ça, c'est un point limite, parce que quand on a un océan qui chauffe, il va s'étendre, faire de l'expansion. Et aujourd'hui, tel qu'on le fait, en tout cas en termes d'événements météo, on ne le prend pas en compte. Je ne parle pas du climat qui prend en compte ce genre de phénomène, hein, mais je parle bien en termes de météo. Ça, c'est l'expansion thermique, c'est un phénomène qu'on ne prend pas en compte. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas suggéré que ça jouait par exemple sur ce phénomène de cirque-haute. Lors de la tempête de août qu'il y a eu sur la Bretagne, on sortait également de cette fameuse canicule marine. Et en fait, il y a une partie de l'élévation de la mer qui était due à cette expansion, due à la canicule marine, qu'on n'a pas su, qu'on a observé, mais qu'on n'a pas su traduire dans nos modélisations. Donc très clairement, il y a un effet qui peut jouer ici dans nos modélisations et qui n'est pas du tout mis en place. Alors moi j'avais une question sur le Gulf Stream, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous avez des modèles que vous alimentez est-ce que vous avez des modèles que vous alimentez avec l'ensemble des données qui prévoiraient un impact de modification du Gulf Stream? Alors, le Gulf Stream, il y a plusieurs choses dans le Gulf Stream. Le Gulf Stream, son origine, c'est vraiment le transfert d'énergie chaude des tropiques vers les hautes latitudes. Même si on réchauffe notre planète, il devrait rester un gradient entre ces deux types de zones de notre globe. Et donc le Gulf Stream, lui, doit rester marqué, mais peut s'affaiblir par période. Bon, qu'on soit d'accord. J'y mets des incertitudes. Il y a une autre partie, parfois on confond. On appelle ça la circulation méridienne d'overturning, c'est-à-dire qu'en fait, une fois arrivé au pôle, il y a un phénomène de coulée de notre courant. Ça, c'est beaucoup plus sensible, peut-être, et beaucoup plus visible dans nos projections climatiques. C'est-à-dire qu'une glace, enfin un Arctique qui devient de moins en moins glacé, va être moins en capacité de faire ces plongées d'eau froide. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement ralentir. Mais ce n'est pas forcément le Gulf Stream, c'est bien la circulation. Ça pour refroidir nos côtes, tant que le Gulf Stream est là, voilà, la circulation méridienne, enfin de retournement là, elle devrait pas jouer. Mais on est ici dans une hypothèse où quand même on est dans un réchauffement global, donc même s'il y avait un affaiblissement du Gulf Stream, enfin on reste dans une atmosphère bien chaude qui est prévue, mais voilà, avec toutes les incertitudes qu'il y a sur l'évolution de ce phénomène océanique. Est-ce qu'on connaît en général la hauteur du courant? À quelle hauteur circule le courant? Est-ce variable? Oui. Alors, pour le Gulf Stream ou pour d'autres courants, en fait, oui. En fait, le courant, il est le Gulf Stream. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il fait plusieurs mètres d'épaisseur. Hein. Oui, oui. Le Gulf Stream, il doit faire à peu près, je vais dire une bêtise, mais autour de 50 mètres, je pense, de profondeur. Donc c'est vraiment un tapis roulant, hein. C'est très domaine. Il y a des courants, là c'est vraiment un courant énorme, grande échelle. Il y a d'autres courants, hein, mais qui ont lieu sur plusieurs mètres de profondeur, même le long des côtes méditerranéennes, il y a un fort courant. Alors, plus on va aller en profondeur, plus l'océan il est plus difficile à bouger, il a moins de courant en profondeur, qu'on soit d'accord. Là, on parle de l'océan superficiel. Donc les premiers mètres de l'océan sont en mouvement, des mouvements rapides. Hein, voilà. Non, plus on va descendre, moins il va y avoir de circulation océanique. C'est là aussi où tous ces endroits où on a ce retournement viennent aussi
alimenter les eaux profondes de l'océan et sont cruciales pour l'océan, hein, parce que plus on va chauffer notre océan superficiel, plus on va le couper de cette connexion avec l'océan profond. Et en faisant ça, on va clairement changer la manière dont on alimente la vie dans ces zones qui sont proches de la surface, donc à la lumière. Donc, quand on va commencer à chauffer notre océan, on va le déconnecter de l'océan profond et ça va ça on en est quasi sûr, ça va poser des problèmes à la vie dans l'océan, en termes d'oxygène et d'aliments, de nutriments. Et est-ce que le Gulf Stream est visible par les satellites? Oui, le Gulf Stream, il est mesuré par satellite. Alors, je n'ai pas d'illustration, je crois, de ça, mais en tout cas, on fait de l'altimétrie, donc on fait du niveau de la mer, et en fonction de ça, on peut aussi estimer les courants marins par satellite. Donc oui, le Gulf Stream, il est surveillé largement, comme d'autres courants et la surface de l'océan en règle générale. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous et toutes et pour vos questions Ok, et merci. pour votre présentation. Merci.